Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté la proposition d'Alpalato et bienvenue sur la chaîne d'Alpalato. Donc, ma première question de votre enfance. Comment s'est passée votre enfance? Est-ce qu'elle était heureuse? Ah, euh, je suis né dans une famille, chez un couple qui s'était marié tard. Mon père a fait des études de médecine et c'est seulement à l'âge de 35 ans, je crois, qu'il rencontre ma mère, ou 34 ans, je ne sais plus. Et si bien que ils ont d'abord eu mon frère aîné, Luc, et puis ils voulaient absolument avoir un second enfant. Et mes parents ont perdu des jumeaux nés prématurés à l'âge de 7 mois et qui n'ont pas pu survivre. Si bien que je suis né 2 ans plus tard, c'est-à-dire 4 ans après mon frère, euh, et dans un couple très, très aimant, très fusionnel. Mon père Jean était médecin, ma mère Madeleine a été son assistante médicale pendant toute leur vie commune, qui a duré 30 et quelques années. Et donc, mon frère faisait toutes les bêtises du bouquin, et puis moi je regardais, et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas besoin de faire tellement de bêtises à moi tout seul. Donc, j'ai eu une enfance qui était à la base très heureuse. J'étais surtout dans la compagnie des adultes. Mes 2 grands-pères, mes grands-mères, je les ai perdus relativement tôt, mais mes 2 grands-pères m'ont accompagné assez longtemps. Et j'avais une très bonne relation, surtout avec mes grands-pères, et puis une relation tout à fait agréable avec mes parents. Et j'ai souvent été malade, si bien que mon parcours scolaire a été souvent interrompu, et que à 2 reprises, j'aurais dû doubler mon année scolaire. Et plutôt que de doubler mon année scolaire au mois de mars pour recommencer la même année en septembre, j'ai dit la première fois, j'aimerais aller en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et j'ai passé 6 mois en Allemagne du Nord, un moment exceptionnel, des souvenirs merveilleux. Et puis l'année d'après, de nouveau, rebelote, n'est-ce pas, de nouveau malade. Et cette fois-ci, j'ai dit, cette fois-ci, je vais en Angleterre. Et j'ai passé 5 mois en Angleterre où j'ai appris l'anglais. Et donc, en revenant d'Allemagne, je parlais l'allemand presque couramment que le français. Alors, bon, j'ai un peu oublié, mais donc j'ai fait toutes mes études. Et puis, à la fin, j'ai été à l'École internationale de Genève pour préparer la maturité fédérale. Et j'ai passé, contre toute attente, j'ai passé ma maturité fédérale assez brillamment en 67, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. Et puis là, s'est posé la question, mon père m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, bon, qu'est-ce que je veux faire? Et je lui ai dit, j'aimerais aller à l'école des beaux-arts pour apprendre à faire du portrait en 2 et en 3 dimensions, c'est-à-dire peinture et sculpture. Et mon père très sagement m'a dit, écoute Philippe, regarde autour de nous les artistes. Il y avait Alexandre Blanchet, son fils Maurice, il y avait Robert Hénard, l'animalier, très, très chers amis de mes parents. Il leur faut tous un second ou un 3e métier pour gagner leur vie. J'aimerais que tu choisisses quand même une direction d'études qui te mène à un revenu régulier, parce que dans ma famille, dans notre famille, disait-il, mon frère était l'aîné, donc en principe c'était à lui de succéder, mais dans notre famille, il y a un niveau de culture qui doit être maintenu et pour lequel il faut un revenu régulier. Alors réfléchis. Alors j'ai réfléchi et le lendemain matin, j'ai été dans le bureau de mon père
Et je lui ai dit, écoute, je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse à la politique, je ferai du droit. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai fait des études de droit, tout en faisant de la politique, candidat au Grand Conseil en 69, manqué mon élection à 116 voix, et puis ensuite de quoi rejoint mes copains à l'association, enfin la société de Zofingue, société d'étudiants portant couleur, et puis finalement terminé par une licence de droit et commencé des études juridiques supérieures quand j'ai reçu une bourse du gouvernement japonais et que je suis parti en 1973 pour le Japon, en octobre 73 pour le Japon. Donc ça, c'est un peu un résumé de ce qui se passe. Mais j'étais un gamin qui ne faisait pas de sport, nul. J'étais dyslexique, ce qui ne facilitait pas mes études, mais finalement n'a pas été un gros handicap. Et puis, moi, c'était la conversation des adultes qui m'intéressait. Alors, les amis de mes deux grands-pères, il y avait un petit club de messieurs qui s'appelait les gracieux ou les grogneux selon leur humeur, parmi lesquels Georges Barbel, explorateur, etc. Et j'ai passé des moments merveilleux à écouter leurs conversations qui m'ont ouvert au monde. Et donc, non, c'était une enfance heureuse. De temps en temps, mon frère faisait des bêtises, mais c'était ses bêtises à lui, c'était pas les miennes. Donc, et puis, très actif, disons, très actif dans la République parce que j'avais d'abord réalisé une chose. Mon arrière-grand-père mon arrière-arrière-grand-père Melchior Nézère ne parlait que l'argovien, c'est-à-dire un dialecte alémanique. Et pour que la génération de mon grand-père René, le barbu là-bas en haut, puisse correspondre avec leur grand-père, il fallait que mon arrière-grand-père Fritz fasse la traduction. Et donc, j'avais réalisé très tôt que j'étais un mélange de Suisse de tous les cantons et qu'il fallait que je maîtrise aussi la langue allemande et les dialectes de Suisse alémanique. Ce que j'ai pu faire et ce qui m'a magnifiquement aidé dans la vie plus tard. Et puis, ça a été une des grandes influences pour moi. Et ce qui fait que plus tard, à Zofingue, quand j'ai été président central pour toute la Suisse, je pouvais visiter toutes les sections Bâle, Zurich, Saint-Gall, Lucerne, etc., etc. Et je pouvais discuter en suisse allemand avec les collègues. Et ça a beaucoup aidé. Et puis quand j'ai cherché un travail finalement après une année et demie de Japon, le fait que je parlais allemand et suisse-allemand m'a permis d'être engagé par Ciba-Geigy à l'époque pour créer leur département juridique au Japon. Donc ça, c'est une partie de mon parcours. Et comment décrivez-vous la ville de Genève durant votre jeunesse? Alors la ville de Genève, à l'époque de ma jeunesse, Genève a toujours été, Genève a toujours été caractérisée par des révolutions, d'une révolution à l'autre. Ça commence au XVIIIe siècle, ça continue au XIXe, et j'étais par exemple à l'université en 1968, mai 68, et il y avait à Genève des démonstrations contre les Américains au Vietnam, il y avait influence de la France voisine, révolution à l'université, etc., etc. Et donc, c'était déjà très animé. Et puis, ça a continué par la suite, n'est-ce pas? Et avez-vous des anecdotes particulières concernant vos parents ou vos frères et sœurs? Alors, anecdotes, il y a des centaines d'anecdotes possibles, mais
Je dirais que à Genève, par exemple, il y a une saison où le ciel est complètement bouché de nuages. Mon père avait son jour de congé le jeudi. Il n'avait pas de visite médicale à ce moment-là. Et moi, je n'avais pas d'école le jeudi. Donc, novembre, décembre, avec le plafond comme ça. Alors, il nous prenait en voiture, on montait au Salève, au-dessus des nuages. Et là, on voyait toutes les Alpes, magnifiques, des Alpes bernoises aux Alpes de la Tarentaise. Et on voyait le ciel bleu, on voyait le soleil. Ah, il est encore là, n'est-ce pas? Et puis, au bout de 2 heures, 1 heure, 2 heures, il faisait froid. Alors, on redescendait sous les nuages, sous la mer de brouillard. Mais on avait joui de cette beauté de la nature et de ce ciel bleu qui nous manquait en bas. Et ça, c'est un de ces multiples souvenirs. Et puis, mon père, médecin, il était botaniste, il était ornithologue, il était passionné de nature, d'histoire, de littérature, etc. Et donc, les dimanches, on allait souvent, en période de champignons, récolter des champignons. On allait faire les piques-meurons, comme on appelle ça. À Genève, les piques-meurons, c'est les Genevois qui vont récolter les mûres, les ronces en Savoie. Et on y allait, et très souvent accompagné par des amis de mes parents. Je pense à Carlo Poluzzi, le miniaturiste. Je pense au père Pernou, qui était un éminent mycologue, spécialiste des champignons, et qui étaient des vieux amis de mes parents, et j'adorais être avec eux parce que ce qu'ils se racontaient était très intéressant. Quelles étaient les traditions ou coutumes locales que vous pratiquiez? Alors, j'ai d'abord été éduqué dans une école privée qui s'appelait l'école Brèche-Bulle, jusqu'à la 5e, et puis mes parents m'ont mis en 6e à l'école publique, au casemate, et mon maître d'école, c'était René Zwallen. Et René Zwallen m'a engagé à entrer à la compagnie de 1602 parce qu'il était le maître des écholiers, le maître des écoliers du cortège de 1602. Et donc je suis entré à la compagnie de 1602 grâce à lui, avec lui comme parrain, et j'ai participé pendant quelques années au cortège de 1602 et l'escalade. L'escalade, il n'y a pas de Genève sans escalade, n'est-ce pas? Ou il n'y a pas de Genève non plus sans le 1er juin et la cérémonie au Port Noir. Et ça, j'ai toujours participé à ces cérémonies, à ces commémorations patriotiques. Quels étaient vos rêves ou ambitions lorsque vous étiez adolescent? Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Japon vers l'âge de 14 ans par la littérature française. Et depuis cet âge-là, j'ai consacré une partie de mon argent de poche à aller acheter des livres de littérature japonaise en traduction française ou anglaise. Et à l'âge de 20 ans, j'avais lu tout ce qui était traduit à l'époque en français ou en anglais, de la littérature, depuis la littérature la plus ancienne du 8e siècle jusqu'à la littérature contemporaine du 20e siècle. Et donc j'avais une envie d'aller voir ce que c'était là-bas. Un de mes cousins du côté de papa, Jean-François Billetter, était déjà passionné de Chine et de Japon. Et il est parti pour la Chine avant la révolution culturelle, et il en est revenu marié, etc. etc. Mais j'entendais déjà parler, et puis c'est le moment où le musée Bord, les collections Bord, se sont ouvertes à Genève, et donc il y avait sous nos yeux des objets d'art magnifiques, céramiques chinoises, etc., et puis des objets japonais aussi. Et donc, ça contribuait à m'intéresser et à m'inviter à aller voir là-bas ce que c'était. Mhm. Et vous avez
vu votre grand-parent aussi, n'est-ce pas? Alors, mes grands-parents, c'est amusant parce que mes grands-parents, mes deux grands-pères étaient ce qu'on appellera en bon français self-made man. Euh, Grand-père Nézer était l'aîné des garçons d'une fratrie de 9, non, oui, de 9. Et ma grand-mère, Jacotet, était la seconde des filles d'une fratrie de 10. Et puis il y a eu double mariage entre une des petites sœurs de grand-papa qui a épousé le dernier des petits frères de grand-maman. Ce sont les parents de Philippe Jacotet, le poète. Et donc, du côté Nézer-Jacotet, grand-père a fait une carrière exceptionnelle. Il était 2 fois docteur honoris causa des universités, des polytechnicums de Zurich et de Lausanne. Et il a été le fondateur d'une industrie genevoise qui s'appelait Atelier des Charmilles, SA, et qui fournissait des turbines à travers le monde et pour la plupart des usines électro-hydrauliques de la Suisse. Et puis, du côté de maman, grand-papa Alcide-Édouard Pidou, il avait quitté l'école à l'âge de 12 ans parce qu'il n'y avait pas d'argent. L'arrière-grand-père, Charles Alcide, il était gendarme. Et puis, grand-papa Alcide avait un frère, et puis mon oncle. Et puis il a dit, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu me faire une éducation, alors maintenant je vais me faire une éducation. Et il a commencé à lire, à s'intéresser, à voyager en Italie, en Grèce, etc. etc. Et c'était un personnage exceptionnel. Il est mort d'accident, il avait 86 ans, et j'avais avec mes deux grands-pères une excellente relation. Donc, vos grands-parents aussi d'origine de Genevois, donc. Alors non, c'est plus compliqué que cela. Nézer, c'est Argovie plus Jura et Neuchâtel, à la génération de mon arrière-grand-père. Et puis, ma grand-mère, Nézer Jacotet, c'est vaudois complètement, Moudon, etc. Et puis, du côté de maman, l'arrière-grand-père Pidou, c'était un Pidou ensermais, donc Villars-le-Comte, dans le canton de Vaud, la grand-mère ensermait probablement de la Tour de Paix. Et puis, le dernier écart, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, Jeanne Rambal. Alors, Jeanne Rambal, c'est le refuge huguenot après la révocation de l'édit de Nantes. C'est du français, du genevois, et c'est par ma grand-mère que j'ai mes racines genevoises qui remontent à cette glorieuse époque, comme je le dis volontiers, cette glorieuse époque où tous les Genevois étaient catholiques, donc avant la Réforme. Et donc, c'est un vaste mélange, typiquement suisse, vaste mélange. Il y a un peu d'allemand, il y a du hollandais, il y a du français, etc. Vaste mélange. Quels étaient les rôles respectifs de votre père et votre mère dans la famille? Alors, mon père était un homme d'une grande douceur. C'était probablement un des meilleurs médecins de la République. Mais il n'avait aucune ambition. Son maître, enfin ses maîtres de médecine clinique, Maurice Roch, disait que Nézer était un voilier qui avait plus de quilles qu'il n'avait de toile. C'est-à-dire, il a une grande stabilité, une grande science, mais pas l'ambition de... Je pense que Maurice Roch aurait désiré que mon père lui succède comme chef de clinique, privat-docent, etc. Papa, ça n'intéressait pas. Mais, et donc, maman, elle, était souvent celle qui aidait à prendre les décisions. Et c'est celle qui s'occupait de toute l'administration du cabinet médical de la famille, n'est-ce pas?
Et ma mère avait toujours cette capacité exceptionnelle de voir le côté positif des choses. Quand papa est mort, il n'avait pas tout à fait 72 ans. Ma mère a dit à moi et à mon frère, elle nous a dit, les enfants, j'ai été mariée pendant 35 ans avec votre père, je l'ai assisté pendant 35 ans comme assistante médicale, 35 plus 35, ça fait 70, 70 ans de bonheur. Ça, c'était maman. Et alors, quand on a des parents comme ça, ben, il est difficile de ne pas essayer de suivre, n'est-ce pas? Et quel conseil de votre père ou grands-parents vous gardez toujours, Emma, jusqu'à présent? Comme... Je pense que c'est la connaissance de ses racines et le respect de ce que nous avons reçu des uns et des autres, n'est-ce pas? Si bien que ici, je suis entouré de portraits de famille, je les connais tous par leur nom, je les salue le matin en arrivant dans mon salon, en leur disant bonjour tout le monde, et souvent avec le sentiment de reconnaissance de ce que j'ai reçu d'eux. Et puis, bon, essayer de transmettre dans la mesure du possible ce que j'ai fait pour d'autres choses, comme ma passion du Japon, n'est-ce pas? Par exemple, comment vos grands-parents vous racontaient l'histoire, par exemple, comment ils s'étaient se mariés, comment c'était à l'époque? C'était marié par amour, par l'amour? Alors, ben, il y a un côté, le côté de grand-père René Nézère et de Marie-Suzanne Jacotet, son épouse. Je pense qu'ils se sont rencontrés à La Chaux-de-Fonds. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que mon arrière-grand-père Fritz était probablement franc-maçon et que l'autre arrière-grand-père Henri Jacotet, ingénieur civil, peut-être aussi. Est-ce que c'est comme ça que grand-père René a rencontré Marie-Suzanne? Je ne sais pas. Mais grand-père René au Polytechnicum de Zurich était lié d'amitié avec Ernest Ansermet, le directeur d'orchestre, n'est-ce pas? Et Ernest Ansermet, en première noce, avait épousé Marguerite Jacotet, cousine germaine de ma grand-mère. Mais j'ai jamais réussi à leur poser la question, ils sont morts tous beaucoup trop tôt, pour savoir qui était le premier couple et qui avait fait connaître l'un l'autre au second couple. C'est encore une question ouverte. Et puis, Marguerite Ansermet est morte relativement jeune, et Ernest Ansermet s'est remarié, et donc ça a été une autre chose. Et puis du côté de mes grands-parents Pidou, je sais que c'était par une organisation je crois que ça s'appelait Union chrétienne de jeunes gens, une organisation protestante, calviniste, où mon grand-père a rencontré ma grand-mère. Et alors, ma grand-mère, c'était une famille très à l'aise, horlogée, et alors que du côté de mon grand-père, c'était très modeste. L'arrière-grand-père était gendarme. Mhm. Et si vous permettez, j'aimerais vous demander de votre frère. Alors, mon frère, c'est tout un chapitre. Mon frère, il était brillant, intelligent, je dirais même, mais pour ça il faut utiliser l'anglais. He was too clever for his own good. Il était trop intelligent pour se servir lui-même. Et puis surtout, il a
il avait reçu en héritage, par l'ADN probablement, une caractéristique de dépression que l'on trouve dans la famille Nézère. Je peux dire dans l'arbre généalogique lesquels ont souffert de dépression. Et Luc malheureusement a choisi de mourir. Il s'est suicidé à l'âge de 50 ans. Après, il était marié, il a laissé 2 enfants. Hier soir, je célébrais l'anniversaire de ma belle-sœur. Elle fêtait ses 70 ans. Et j'y ai vu mon neveu et ma nièce, adorables, avec mon neveu et sa compagne qui sont ensemble depuis 10 ans. Ma nièce et son mari avec 2 enfants adorables. Et alors les enfants étaient confiés à la babysitter ce soir-là, mais c'est ma famille et je les adore. Ils me le rendent bien. Et donc, mais mon frère, il avait un sens de l'humour absolument phénoménal. Et il était enfin, il me manque encore aujourd'hui. Comme mon père me manque encore aujourd'hui. J'entends, maman, je l'ai accompagnée jusqu'à l'âge de 90 ans, jusqu'à l'âge de 90 ans, donc elle est partie avec toute sa tête jusqu'au bout. C'était magnifique. Mais papa, c'était beaucoup trop tôt. Et mon frère me manque. Avez-vous eu avec votre frère des conversations importantes que vous remènerez souvent? Oui, pas si souvent que cela, parce que depuis 1973, j'étais au Japon la plupart du temps, n'est-ce pas? Donc on ne se voyait pas si souvent, mais il est venu 3 fois au Japon, et on a eu des conversations, et on se faisait du souci, après la mort de mon père, on se faisait du souci pour maman qui était toute seule dans son grand appartement, etc. C'était pas très raisonnable. Mais elle ne voulait pas bouger, donc c'est bien. Et puis, j'ai malheureusement, alors que je suis plutôt capable de diagnostiquer un état médical chez quelqu'un d'autre, en l'occurrence, j'avais bien diagnostiqué le fait que mon frère souffrait de ce qu'on appelle de bipolarité, n'est-ce pas, avec des hauts et des bas, etc. Et je lui avais conseillé de consulter mon médecin à qui j'en avais parlé. Il ne l'a pas fait, et à l'âge de 50 ans, il me disait l'angoisse me prend au réveil et ne me quitte qu'une fois que je me suis endormi. Donc c'était une vie extrêmement... ça a été une vie de souffrance probablement pour lui. Et c'est pour ça que je comprends les gens qui mettent fin à leur jour. Nous pensons à notre cher ami Laurence aussi, n'est-ce pas? Je comprends tellement bien cela. Mais le suicide est quelque chose qui, malheureusement, on ne peut pas se préparer cela. Et c'est très traumatisant pour tous ceux qui restent derrière. Alors que le départ de Laurence Deona par Exit, elle l'avait préparé, elle le désirait, elle était soulagée de penser qu'elle allait partir ce jour-là, ce 2 août, à 1h30 de l'après-midi, et elle était dans la joie, dans la paix, et ça rendait la chose, pour nous autres qui l'aimions tendrement, ça rendait la chose beaucoup plus facile à vivre, n'est-ce pas? C'est ça. Qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui traversent une tragédie semblable? Je pense que le mot-clé, c'est partager.
j'ai développé, je suis peut-être pas original, mais j'ai développé une mathématique des sentiments humains. Si je mets 2 de mon bonheur sur la table et que tu mets 2 de ton bonheur sur la table, la somme n'est pas 4, mais elle est 5 ou 6. Si tu mets 2 de ton malheur, de ta désespérance, sur la table et j'en fais de même, la somme n'est pas 4, elle est 3. Elle est même parfois 2,5. Parce que partager sa joie ou partager son malheur, son sentiment de malheur, permet de diminuer la charge de chacun. Et c'est pour ça que pour moi, partager, c'est l'essentiel. Et cette stratégie a-t-elle changé votre perception de la vie, de l'intimité, de la santé mentale? Oui, énormément. Je dois dire que à l'époque, j'avais déjà abandonné ma foi chrétienne et j'avais déjà un début de connaissance, un début de compréhension pour le bouddhisme, et si bien que j'ai pu traverser les moments, parce que pendant 2 semaines, on n'a pas retrouvé le corps de mon frère. Et donc j'ai pu traverser ces 2 semaines et les semaines qui ont suivi aussi, grâce à la récitation du sutra du cœur, ce qu'on appelle le Hanya Shinkyo en japonais, en sino-japonais, et ça m'a permis de traverser cette période parce qu'il fallait que moi je tienne le coup, parce qu'il y avait maman, il y avait ma belle-sœur, il y avait les enfants, et donc il fallait que je tienne le coup pour tout le monde. Si je m'effondrais moi, il n'y avait plus rien auquel se rattacher, n'est-ce pas? Et donc ça m'a grandement aidé à traverser cette période de trouble, de douleur véritable. Et j'ai réalisé que j'avais à ce moment-là moi-même enterré mes sentiments, mis un espèce de couvercle dessus. Et il y a quelques années, c'était en 18, j'ai perdu un très cher ami qui a aussi mis fin à ses jours. Et sa mort brutale, nous devions aller au Japon ensemble en octobre, il a mis fin à ses jours le 8 avril, et sa fin brutale a dans le fond réveillé tous les sentiments que j'avais moi-même enterrés à l'intérieur de moi. Et j'ai fait moi-même une dépression d'une année et demie, dont je me suis sorti grâce à l'écoute, à l'aide d'une charmante personne, d'une charmante psychiatre qui s'est occupée de moi et à qui j'ai pu m'ouvrir et avec qui j'ai pu partager et qui m'a permis de dépasser cette période. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez lui dire aujourd'hui, si vous en aviez la possibilité? À mon frère, À votre frère, oui. que je l'aime. Je crois que c'est la seule chose, parce que, et bon, j'ai parfois un peu le sentiment de culpabilité de n'avoir pas pu l'aider mieux que je ne l'ai fait. Mais la dépression est une situation, une maladie d'une telle complexité qu'il est très très difficile d'aider l'autre à s'en sortir. Et j'en ai fait l'expérience moi-même quelques années plus tard, et j'ai eu la chance de tomber sur une
une doctoresse, une femme médecin, qui a été remarquable d'écoute et qui m'a aidé à passer le cap. Par exemple, si vous remarquiez un peu avant le suicide, et quel conseil peut-être donneriez-vous? Est-ce que vous pensez que peut-être... Ben, je sentais qu'il allait mal et je lui ai dit d'aller voir le médecin que je lui avais conseillé, dans l'espoir que ce médecin pourrait l'aider avec un traitement plus adéquat que ce qu'il prenait ou qu'il ne prenait pas, n'est-ce pas? Le problème, c'est que le patient, là, n'est pas toujours fidèle au traitement qu'on lui donne, et donc c'est extrêmement difficile. Mais là, vraiment, le mot, c'est partage, n'est-ce pas? Il faut trouver quelqu'un avec qui on peut partager, on peut échanger, où il y a une écoute, et une écoute active, j'entends. Et ça, c'est rare. C'est là où on trouve les vrais amis, les vrais proches. Selon vous, comment la société devrait-elle parler du suicide pour briser les tabous et encourager la compréhension? C'est tout le problème de la législation qui est proposée maintenant en France pour l'assistance au suicide. Les Français utilisent le mot euthanasie qui n'est pas le bon mot. Euthanasie, c'est un acte qui est pris par un tiers pour mettre fin à une situation intolérable. On utilise le terme euthanasie, par exemple, si ton vieux chien est trop âgé, qu'il ne peut plus marcher, qu'il ne peut plus, etc., etc., eh bien, on le pique, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? On met fin à ses souffrances. Euthanasie n'est pas le bon mot pour cela. Pour cela, je pense que la situation en Suisse est beaucoup plus, je dirais, ouverte, avec des institutions comme Exit, ou d'ailleurs qui s'appelle en Suisse allemande Dignitas, c'est-à-dire la mort dans la dignité, n'est-ce pas? Et l'accompagnement que j'ai pu faire de notre amie Laurence m'a appris beaucoup de choses là-dessus, et je pense que on devrait plus témoigner de situations comme celle-ci, mais par pudeur, par discrétion, etc. Et puis parfois parce qu'on porte en soi-même une forme de tristesse et de douleur, de deuil, n'est-ce pas? On a tendance plutôt à se taire à ce sujet. Mais je pense que c'est partager qu'il faudrait faire. Et avez-vous des rituels ou des moments particuliers pour garder la mémoire de frères et de vos parents aussi? Non, pas de truc particulier, mais tous les jours. Quand je vois ici, par exemple, aujourd'hui, il se trouve que c'est le dimanche qui est la fête des mères. Et donc hier, j'ai acheté une rose que j'ai mis dans le vase qui est juste derrière toi, là. Et puis, j'allume 3 bâtonnets d'encens que j'offre avec mes pensées, et je célèbre leur mémoire. Et puis, leur mémoire me revient régulièrement, plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Et là aussi. Alors, ce qui est merveilleux, c'est de rencontrer des gens qui les ont rencontrés et avec qui on peut, encore une fois, partager. Parce que on partage et on partage aussi dans la joie, n'est-ce pas? Dans la reconnaissance. Parce que pour moi, le sentiment de reconnaissance, je vais utiliser une image de la chimie, c'est un enzyme. C'est l'enzyme qui permet de transformer le deuil, la tristesse, la douleur,
en, dans le fond, une forme de bonheur. C'est par la reconnaissance de ce qu'on a reçu. Et ça m'aide tous les jours, j'entends. Et je pense que, enfin, j'essaye de partager ces sentiments avec les gens que je vois souffrir, parce qu'ils sont eux-mêmes dans le deuil. Donc, on commence. Vous avez vécu au Japon pendant plus de 30 ans. Oui, Vous êtes un expert de la culture japonaise et parlez couramment la langue. oui. Et comment le Japon est-il devenu pour vous une terre de destin? Par quoi tout cela a-t-il commencé? Ah. Alors, l'explication est un peu compliquée, elle est un peu longue, et je m'en excuse d'avance. Le petit Genevois que je suis a été éduqué dans un canton protestant. Si j'étais né dans un canton catholique, Valais, Fribourg, Lucerne ou autre, le Japon entrait dans mon livre d'histoire avec le XVIe siècle et la première mission catholique au Japon de Saint François Xavier, qui arrive au Japon en 1549 et qui en repart en 1551. Mais il se trouve que je suis protestant. Et donc, le Japon entre dans notre livre d'histoire 3 siècles plus tard, en 1853-1854, avec le commodore Matthew Perry, les bateaux noirs, n'est-ce pas, les Kurobune, les bateaux noirs qui entrent dans la baie de Urawa et qui forcent le Japon à s'ouvrir commercialement à l'Occident. Alors, quand j'ai découvert le Japon par la littérature française, j'avais 14 ans. Le Japon n'était pas encore entré dans mon livre d'histoire, ni dans mon livre de géographie non plus. Alors, comme je le disais là tout à l'heure, Jean-François Billetter, dont la maman était une Nézère, cousine germaine de papa, Jean-François Billetter faisait ses études de littérature à Genève, et il a 10 ans de plus que moi. Il venait manger à la maison une fois par semaine, et il parlait Japon et Chine. Et puis, c'est l'époque où le musée Bord a ouvert ses portes à Genève. Ça fera 60 ans, je crois, cette année. Bref, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer un intérêt pour le Japon, et que plus je lisais en traduction, plus je me disais, mais c'est magnifique, et plus je me disais, c'est magnifique en traduction, qu'est-ce que cela doit être en version originale? Donc, l'intérêt, pour moi, s'est développé très vite d'apprendre le japonais. Alors, j'ai suivi des cours de japonais à Genève au consulat général, à raison de 1h30, 2 fois par mois, ou quelque chose comme cela, c'est-à-dire que ça entrait d'un côté et ça ressortait de l'autre. Pas moyen de fixer, l'environnement était 95% français, et 4 ou 5% en anglais, et hop, c'était loin. Et donc, il a fallu que je termine mes études, que je découvre qu'il y avait une bourse du gouvernement japonais, il y avait 4 bourses par année du gouvernement japonais pour les étudiants en Suisse. J'ai fait acte de candidature, et j'en ai reçu une. Et hop, départ pour le Japon, le 20 octobre, ou le 22 octobre, je ne sais plus, 1973, j'atterris à Tokyo. Mhm. Et quel était votre tout premier choc culturel? Alors, j'avais tellement lu sur le Japon
du Japon antique, ou ancien, disons, au Japon contemporain, qu'il n'y avait pas vraiment de choc culturel. Le premier choc dont je me souvienne, c'est l'atterrissage à Haneda, Tokyo. Mois d'octobre. Le mont Fuji était déjà couvert de son sommet blanc, son chapeau blanc de neige. Il était magnifique. Et donc de 2000-1500 mètres d'altitude, on voyait le mont Fuji. Et puis en s'approchant de Tokyo, on s'approche d'un nuage de saleté, de pollution, qui avait une couleur presque brun brique, rouge brique, dégueulasse. Et en entrant dans ce brouillard, dans ce nuage de pollution, bien entendu, le mont Fuji avait complètement disparu. Et là, je me souviens de cette image encore aujourd'hui, comme si c'était hier. Et ça a été, j'ai réalisé alors là que, et c'est à l'époque où, aux grandes intersections des rues, dans les villes, il y avait des pompes à oxygène avec des masques qui permettaient aux gens qui avaient et de reprendre un peu d'oxygène pour aller plus loin. C'était le Japon d'alors. Aujourd'hui, ce nuage a disparu. J'ai travaillé pendant 30 ans avec un bureau à Tokyo qui était au 34e étage d'un magnifique bâtiment qui s'appelait le World Trade Center Building, et Kokusai Boeki Center. Et là, par jour suffisamment venteux, on voyait le mont Fuji dans la distance. On voyait le mont Fuji plus de la moitié de l'année depuis Tokyo. Donc, le gouvernement japonais a, par le moyen de ce qu'ils appellent administrative guidance, ils ont réussi à forcer l'industrie petit à petit à vraiment adopter des mesures pour réduire la pollution atmosphérique, et ils ont réussi. Remarquable. Remarquable. Chapeau. En général, vous avez fait quoi là-bas? Alors, j'ai été engagé, je n'avais ni brevet d'avocat, ni expérience professionnelle, mais j'étais un petit Suisse, ou plutôt un grand Suisse, je faisais 1m87 à l'époque. J'étais un grand Suisse roman qui parlait allemand, anglais, schweizerdeutsch et japonais. Et j'ai été engagé par Ciba Geigy, à l'époque une des plus grosses firmes pharmaceutiques suisses et mondiales, pour créer leur département juridique au Japon. Et alors, ils avaient fait 2 essais, un avec un Fürsprecher bernois, un avocat bernois, ça n'avait pas marché, et puis l'autre avec un avocat de New York, et ça n'avait pas marché non plus. Et finalement, ils ont engagé le petit Suisse qui parlait japonais, en se disant, bon, on va essayer comme ça, et puis ça a marché parce que le petit Suisse, il avait la patience, je dirais, une base de japonais suffisante pour construire et perfectionner, et puis, bref, ça a fonctionné. Quelles sont, selon vous, les particularités de la langue japonaise et de son apprentissage? Ah. Alors, on va commencer par citer Nicolas Bouvier, lequel cite saint François Xavier le Jésuite du XVIe siècle, qui écrivait à Rome, dans une lettre, « La langue japonaise a été inventée par le démon pour empêcher la prédication des évangiles. » C'est dire que François Xavier, qui n'avait pas de dictionnaire, pas de grammaire, rien, qui devait passer par un interprète qui parlait un peu le portugais, François Xavier n'avait aucun instrument pour véritablement apprendre la langue. J'imagine les
les misunderstandings, n'est-ce pas? Il y a un film célèbre qui s'appelle Lost in Translation, n'est-ce pas? Ça devait être immensément difficile. Mais moi, j'ai eu le privilège de faire 6 mois de japonais intensif à l'université d'Osaka pour les langues étrangères. Et je peux dire une chose, c'est que nos maîtres japonais n'étaient pas toujours les plus adaptés à enseigner leur propre langue à des adultes. Ils avaient l'habitude d'enseigner le japonais à des petits japonais, et puis nous, on était déjà formés comme adultes avec des instruments intellectuels différents, et il y aurait eu une autre manière d'enseigner. Par exemple, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris que les caractères chinois en usage au Japon peuvent être analysés et qu'on peut éventuellement se douter de leur prononciation par la composition qu'il y a entre les clés et la construction du caractère. C'est très technique, mais enfin c'est comme ça. Et donc, non, ça a été un apprentissage dur, 26 heures de cours par semaine, on sortait avec des grosses têtes comme ça, et puis finalement on y arrive. J'avais un copain français, Maciejewski, qui en 6 mois avait réussi à mémoriser les 2000 caractères chinois d'usage courant. Moi, j'en étais pas là. Mais bref, mais un travail acharné, et puis une excellente intelligence, une mémoire solide, etc. Donc, non, c'est une langue qui est difficile. Et puis, c'est une langue qui, comme toutes les langues, reflète la structure sociale du pays. C'est une langue qui est encore presque féodale. Dans la société japonaise, tu n'as pas d'égal ou très peu d'égaux. Tu as des gens à qui tu dois le respect, et puis il y a moins de gens qui te doivent le respect, surtout quand tu es encore jeune. Mais tu as des parlers différents suivant à qui on s'adresse. Et puis à l'époque où j'ai appris le japonais, il y avait encore un parler féminin et un parler masculin. Aujourd'hui, ces différences se sont vraiment estompées, elles ont vraiment disparu petit à petit, et c'est un parler beaucoup plus unique maintenant. Mais ça reste une langue sophistiquée, ça reste une langue où il est très important, quand on parle de sa sphère à soi, on parle d'une manière humble, quand on parle de la sphère de l'autre, on parle de manière respectueuse. Et là, il faut une compréhension de cette société féodale, cette société avec des classes, n'est-ce pas? Avec des, je dirais pas des castes, mais vraiment avec des classes. Et donc, si on ne se met pas dans cet état d'esprit-là, on risque d'avoir des difficultés d'apprendre la langue. Alors, je peux juste dire, parce que je me jette des fleurs, mais tant pis, j'ai eu le privilège d'être le député directeur du pavillon suisse de l'exposition mondiale à Aichi en 2005, et cela m'a mené à l'occasion exceptionnelle de guider aujourd'hui l'empereur retiré et l'impératrice Michiko, mais enfin l'empereur Heisei et l'impératrice Michiko à travers le pavillon pendant 35 minutes, pas une de plus, pas une de moins, et je pense m'être passablement bien débrouillé à utiliser le langage le plus poli, adéquat, etc., tout en restant clair dans mes explications. Et je leur ai même offert un poème à la sortie. Donc c'était pas mal, c'était une expérience exceptionnelle, et vraiment je bénis le ciel pour cette chance qui m'a été donnée. Et finalement, par exemple, comment pour vous c'est comme règle d'or pour apprendre une nouvelle langue?
Quel conseil vous donnez Alors, par exemple? Il y a certainement une règle d'or, c'est d'apprendre l'écriture en même temps que l'écriture et la lecture, et pas seulement... et puis de l'apprendre dans l'usage de l'écriture locale. Parce que je peux citer juste une petite anecdote amusante. Un de mes boss à Tokyo apprenait le japonais avec une dame de la bonne société, et il apprenait en caractère romain. Et donc, un jour, il est parti sans parapluie de la maison, il arrive à la gare de Shinagawa et il pleut des trombes. Alors, il entre dans le petit department store, le Keihin Department Store à la gare de Shinagawa, et il veut acheter un parapluie. Alors, le mot pour parapluie en japonais, c'est kasa, qui écrit en caractère romain, ça serait K-A-S-A. Et alors, mon cher boss, lui, étant éduqué par une dame de la bonne société, a pensé qu'il fallait rajouter un O honorifique devant, et il demande au personnel du department store « Okeisa kudasai », parce qu'il prononce à l'américaine K-A-S-A comme Keisa et Okeisa kudasai. Et les gens du magasin sont complètement ahuris, ils ne comprennent pas. Et puis finalement, c'est une fille qui lui répond d'abord, qui prend peur, elle est remplacée par un garçon qui ne comprend toujours pas. Alors finalement, de frustration, le cher ami fait le geste suivant, n'est-ce pas? Regarde. Chut. Ah, kasa desu ka? Ah, wakatta. Tadaima. Donc il avait compris, c'est un parapluie qu'il demandait, mais c'était kasa et pas keisa. Et puis c'était kasa sans le O honorifique, et okeisa. Alors, okeisa, ça pourrait être éventuellement une partie du vêtement d'un prêtre bouddhique, mais ce n'est pas du tout ce qu'il voulait. Et donc, la règle, c'est d'apprendre l'écriture en même temps qu'on apprend la langue. Parce que ça vous force à prononcer la prononciation de l'écriture que vous apprenez, n'est-ce pas? Passer par le caractère romain vous invite à faire l'erreur de le prononcer avec l'accent de votre propre langue à vous. Et ça fausse tout, n'est-ce pas? Donc ça serait une des leçons. Et puis l'autre leçon, c'est d'acheter un poste de télévision et de passer autant de temps possible devant le poste de télévision à regarder des programmes si possible intelligents, ce qui n'est pas toujours le cas, de manière à enrichir son vocabulaire, à apprendre de nouvelles formules d'expression, etc., etc. Et mon poste de télévision a été un des excellents maîtres que j'ai eu avec NHK, etc., etc. Quelle est la principale idée fausse que les Européens ont sur la culture japonaise? Alors, il y a des gens qui ont passé trois semaines au Japon et qui écrivent un gros bouquin sur le Japon. Ceux-ci, ils n'ont pas compris grand-chose. Il y a des gens qui, comme mon ami Richard Colas, qui a été pendant 40 ans le PDG de Chanel au Japon, a écrit un dictionnaire amoureux du Japon épais de 700 pages. Ça, c'est du solide. Et je pense que il y a de nombreuses caractéristiques que nous admirons chez les Japonais. Une de ces caractéristiques, c'est la résilience, c'est-à-dire la patience, le courage devant l'adversité. N'est-ce pas? Le Japon est un pays qui a des volcans, des tremblements de terre, des tsunamis, des typhons réguliers. Bref, la nature du Japon est une nature sévère, puissante. Et les Japonais respectent cette nature puissante. Tout le culte Shinto, la religion des dieux, n'est-ce pas,
est une culture qui vous invite à respecter les forces de la nature. Et ça, je l'ai vécu, j'ai vécu le tremblement de terre de Kobe, Osaka en 1995, le 17 janvier, un mardi matin, je m'en souviens comme si c'était hier, et qui m'a permis de voir la manière dont les Japonais faisaient face à cette sévérité de la nature, cette cruauté de la nature. Heureusement, le tremblement de terre est arrivé à 6 heures du matin, plutôt 5h55, et si ça était arrivé à 8h30 ou 9h, ça n'était pas entre 6 et 7 000 morts que nous aurions dû pleurer, ça aurait été 250, 300 000 morts. Parce que tous les Japonais étaient réveillés, en route, c'était après un long week-end, ils avaient fait le plein d'essence pour la semaine, télescopage de voitures, incendie. Je n'ose pas imaginer l'horreur, c'était déjà l'horreur, mais l'horreur que ça aurait pu devenir si c'était arrivé 2 heures plus tard, ou 3 heures plus tard. Qu'est-ce qui, selon vous, ne peut pas être traduit du japonais, non pas linguistiquement, mais culturellement? Alors, c'est une excellente question que tu me poses, parce que, par exemple, les Japonais ont une série d'expressions qu'on utilise tous les jours. Quand on commence à manger, on dit « itadakimasu », qui veut dire « recevoir humblement ». Je reçois humblement de mon hôte, du ciel. Je suis en vie, j'ai de quoi manger, itadakimasu. Même il y a des gens qui encore joignent les mains en disant itadakimasu. Quand on a fini de manger, on terminera le repas avec gochiso-sama, qui est une formule de remerciement qui veut dire c'était un festin. Même si c'était très modeste, gochiso-sama, c'était un festin. Par exemple, si quelqu'un vous rend un service et travaille pour vous, à la fin, quand on prend congé, on dira Gokuro-sama pour quelqu'un qui vous a servi, comme un plombier ou quelque chose comme cela. Et si c'est quelqu'un à qui on doit un peu plus de respect, on dira Otsukare-sama. Alors, Gokuro-sama, c'est-à-dire Kuro, ça veut dire dureté, travail dur, n'est-ce pas? Donc, merci pour ce travail dur. Le go est honorifique, le sama est honorifique aussi, donc Gokuro-sama. Et puis, le mot où on dit Otsukare-sama, tsukareru veut dire se fatiguer. Donc, vous devez être fatigué. Merci, vous devez être fatigué, vous vous êtes fatigué pour moi, n'est-ce pas? Donc, ça, ce sont des trucs intraduisibles. Et il y a, si je cherchais, il y aurait X possibilités, n'est-ce pas, de trouver ces expressions qui n'ont pas d'équivalent chez nous. Mais d'une langue à l'autre, même entre le français et l'allemand, ou le français et l'anglais, n'est-ce pas, tu as des mots dont la prononciation est irremplaçable. Togetherness, c'est-à-dire être ensemble, n'est-ce pas? To be together. Togetherness. Il y a une espèce de douceur dans le mot togetherness qui véritablement, en allemand, gemütlich. Gemütlich qui veut dire agréable, plaisant, n'est-ce pas? Eh bien là, nous n'avons rien en français qui véritablement corresponde à ce mot. Donc d'une langue à l'autre, il y a des petits mots trésors comme cela qui font la spécificité d'une langue et qui font qu'on l'apprécie. Comment le Japon a-t-il changé au cours de 30 dernières années?
qu'est-ce qui a Alors, disparu et qu'est-ce qui est resté? alors je pense que il faut remonter plus haut. Il faut se souvenir que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des zones entières du Japon, Tokyo, Yokohama, Osaka, toute la région d'Osaka, Hiroshima, Nagasaki, qui étaient des monceaux de ruines. Et donc les Japonais ont dû reconstruire le Japon. Et ils l'ont fait avec cette résilience dont je parlais tout à l'heure, ce courage, cette abnégation, ils ont bossé comme des fous pour reconstruire. Et donc, la population, il y a eu une augmentation énorme de la population. Je me souviens plus des chiffres de l'après-guerre, mais l'après-guerre, qu'est-ce que c'était? 70 millions, quelque chose comme cela. Et la population a à peu près doublé dans le demi-siècle qui a suivi. Et donc, le style de vie a changé. Autrefois, le style de vie traditionnel, c'était 3 générations sous le même toit. Les grands-parents, bon, les grands-pères étaient souvent morts à la guerre, hein, mais les grands-parents, les parents et les enfants. Les parents, tous les deux, travaillaient. Donc, les enfants allaient à l'école, ils avaient la clé de la maison suspendue autour du cou par une ficelle, et quand ils revenaient, quand ils partaient, quand ils revenaient, la première chose qu'ils faisaient, ils allaient devant l'autel bouddhique avec les ancêtres, n'est-ce pas, défunts, et ils disaient « Ittekimasu », je pars à l'école, et puis quand ils revenaient de l'école, « Tadaima modorimashita », je viens de rentrer, et puis ensuite ils allaient saluer la grand-mère, etc. Et donc, dans ce style de vie sur 3 générations, les grands-parents pouvaient transmettre aux enfants les traditions familiales que les parents avaient moins le temps de transmettre parce qu'ils bossaient. Alors aujourd'hui, la vie de 3 générations sous le même toit est exceptionnelle. C'est devenu une rareté, à part peut-être dans les campagnes. Mais la population agricole du Japon ne fait plus que, je ne sais pas, 5% ou quelque chose comme cela, n'est-ce pas? C'est très réduit. Donc, il y a, en quelque sorte, une diminution dans la transmission des traditions familiales et des traditions culturelles. Et puis, il y a un autre gros problème. Le Japon d'avant-guerre a essayé de gouverner les âmes par l'entreprise du Shinto d'État, le culte de l'empereur et le régime militariste de la guerre. La nouvelle constitution de 1947, ou 47, oui, fait de l'État japonais un État laïque. Donc, il est interdit à un maître d'école d'enseigner aux petits élèves japonais quoi que ce soit sur le shintoïsme ou le bouddhisme, ou la chrétienté. Bon, c'est grave. Comment veux-tu enseigner l'histoire de l'Europe sans parler des croisades, des cathédrales, des ordres monastiques, de la Réforme, de la Renaissance, de la Réforme, de la Contre-Réforme, etc., j'entends. C'est pas possible. Et c'est la même chose avec l'histoire du Japon, parce qu'on ne peut pas aborder l'histoire du Japon sans évoquer le shintoïsme avant l'introduction du bouddhisme, le bouddhisme, etc., etc. Donc, il y a un gros problème de connaissance. Et puis, ce problème de connaissance, il est encore plus grave quand il s'agit de l'histoire récente. Je dis toujours à mes amis japonais, quand vos gamins qui sont entichés de pop culture coréenne veulent aller en Corée pour voir les petits Coréens danser, chanter, etc., et qu'ils rencontrent leurs contemporains
les petits Coréens, ils sont briefés. Ils sont même nourris d'une tradition anti-japonaise. Alors le petit Coréen dira au petit Japonais, tu sais, à la génération de nos grands-pères, ton grand-père a fait beaucoup de mal à mon grand-père, n'est-ce pas? Et le petit Japonais est obligé de répondre, désolé, mais je ne sais rien. Et ça, c'est pas tolérable non plus. Il faut qu'il y ait une connaissance de l'histoire, et une connaissance de l'histoire qui soit balancée. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et la Pologne, par exemple, ont créé une commission mixte pour réécrire l'histoire bilatérale de l'Allemagne et de la Pologne, avec le lot de responsabilités pour l'invasion de l'un par l'autre, etc. Ça n'a jamais été fait avec la Corée, avec la Chine, avec Taïwan, etc. Donc, il y a un, je dirais, oui, une espèce de passé que les Japonais ne connaissent pas, les jeunes Japonais ne connaissent pas, qu'ils devraient connaître pour pouvoir finalement établir une relation équilibrée de voisinage entre le Japon, qui est devenu un pays pacifiste au possible, mais qui est aujourd'hui obligé de se réarmer à cause de la menace chinoise, de la menace nord-coréenne, etc. Et donc, c'est des problèmes d'une grande délicatesse, d'une grande difficulté, et il faut beaucoup lire, beaucoup étudier pour bien comprendre ce qui s'est passé de part et d'autre. En passant à côté ou en traversant Hiroshima ou Nagasaki, en général, qu'est-ce que vous pensez? Alors, bon, j'ai vu le premier musée de la bombe à Nagasaki quand j'étais étudiant. On était 3-4 copains, un Chinois de Malaisie, pardon, un Hongrois et un Polonais, et un Suisse, ma pomme. Et en sortant de ce musée, on s'est regardés et on était tous verts. Parce que c'était la première fois qu'on était confrontés à l'horreur absolue de la bombe atomique. Et puis par la suite, j'ai été très souvent à Hiroshima. Parce que la relation avec Benoît Junot, mon pote Benoît, et le fait qu'à travers Benoît, j'ai rencontré, déjà mort bien entendu, son père, Marcel Junot, et puis que j'ai assisté à l'inauguration du monument dédié à Marcel Junot avec Benoît à Hiroshima en automne 79. Oui, donc Nagasaki, première expérience de la bombe atomique quand j'étais encore étudiant. Et puis ensuite de quoi, par l'amitié qui me lie avec Benoît Junot, j'ai été invité à participer à l'inauguration du monument qui a été élevé à Marcel Junot à Hiroshima, devant le Peace Park, et c'était en octobre, je crois, en octobre 1979. Et depuis, j'ai participé à la célébration du centenaire de la naissance de Marcel Junot. J'ai accompagné la musique, qu'est-ce que c'est, l'élite, la musique genevoise à Hiroshima, où nous avons joué, où ils ont joué de la musique devant le monument, le cénotaphe, et en présence de l'ambassadeur de Suisse à Tokyo, déposer une gerbe de fleurs devant le cénotaphe, etc. Donc, si tu veux, j'ai vraiment eu de nombreuses occasions de visiter Hiroshima, de voir le musée de la bombe, et c'est chaque fois extrêmement émouvant. Et puis, depuis, j'ai entendu un de mes amis ici, M. Barras, nous raconter à l'association Suisse-Japon le pourquoi des deux bombes. Parce que les deux bombes étaient d'une technologie différente, l'une de l'autre, et que les Américains voulaient tester la seconde aussi.
Donc après Hiroshima, ça aurait suffi, le Japon se serait rendu de toute manière. Non, ils ont été déposés le second pétard sur Nagasaki. Et ça, crime de guerre, crime contre l'humanité, tout ce que tu veux. Et les gens qui devraient être condamnés pour crimes de guerre ne sont même pas, on ne peut même pas les amener devant un procès, n'est-ce pas? Donc c'est un triste monde dans lequel nous vivons.